Aujourd'hui, je vais te partager quelque chose d'hyper intéressant. Peut-être que tu n'en as pas conscience, mais nous, en tant que psychologues, on travaille voilà, sur des diagnostics, sur des bilans, et tout ça en lien avec un outil qui s'appelle la classification internationale. D'accord? Il en existe deux. Il y a la CIM qui est produit internationalement par l'OMS. Donc je crois qu'on en est à la CIM 11. Et ce qu'on utilise le plus souvent, parce qu'elle est plus reconnue, c'est le DSM, donc qui est aussi international, mais qui est surtout fait aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis. Et on est au DSM 5 révisé pour l'instant. Normalement, je pense que les États-Unis sont déjà passés au DSM 6 à vérifier. Mais du coup, nous aussi, on ne devrait pas tarder. Il suffit juste d'attendre aussi la traduction. À quoi servent les classifications? Eh bien, les classifications, tu vois, c'est un petit peu comme une armoire où on a mis des cases et dans chaque case, on a rangé les troubles mentaux. D'accord? Donc le DSM, c'est pour les troubles mentaux. Après, les médecins, ils ont sûrement d'autres classifications pour les troubles qui touchent le corps, le physique. Ok? Et donc, dans le DSM, on a différentes classes, différentes distinctions en fonction des troubles. Donc, nous, ce qui nous intéresse, en tout cas moi en tant que neuropsy, ça va être les troubles neurodéveloppementaux, surtout. D'accord? Surtout chez les enfants. Donc, c'est des troubles qui sont là depuis la naissance et qu'on va retrouver tout au long de la vie. Parmi les troubles neurodéveloppementaux, évidemment, celui que je parle le plus, c'est le TDAH, d'accord, que vous connaissez sans doute si vous êtes là. Mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi la fameuse dyslexie. Alors maintenant, on ne parle plus de dyslexie, on parle de troubles du langage écrit et troubles du langage oral pour tout ce qui est dysphasie. D'accord, mais on va retrouver ce genre de troubles. On a aussi le trouble du développement de la coordination, qui était anciennement les dysgraphies et dyspraxies. D'accord, donc tout ce qui va toucher au moteur. Et donc c'est des bilans qui sont faits pour tout ce qui est dyslexie et langage, c'est les orthophonistes. Et pour tout ce qui est développement de la coordination, effectivement, c'est plus les psychomotriciens qui se chargent de ces évaluations-là. Okay, donc nous, en tant que neuropsy, on va s'intéresser au TDAH. Pas que. Il y a aussi le trouble du développement intellectuel, c'était l'ancienne déficience intellectuelle qu'on fait à partir des bilans psychométriques. Jusque là, on pourrait se dire, bon, bah, ça va, j'ai tout compris. J'ai oublié aussi le TSA, donc le trouble du spectre autistique, okay, qui est aussi un trouble neurodéveloppemental. Donc, ce qui nous intéresse, nous, en dehors de cette classification, qui est super intéressante, et on se dit, oh bah c'est super pratique, voilà, je fais une évaluation, et je me dis, bah ça arrange dans telle ou telle catégorie, et j'ouvre la case qui correspond au trouble que j'ai pu identifier. Ouais, c'est cool. Mais il faut savoir que le DSM-5, et c'est là où je retrouve des petits commentaires là-dessus, c'est que le DSM-5 introduit une petite subtilité, déjà deux subtilités. Donc la première petite subtilité, c'est qu'on ne peut parler que de troubles que s'il y a un impact dans la vie, dans le quotidien de la personne. Donc ça, c'est un petit peu tendancieux, en tout cas à mon regard. Je vais expliquer pourquoi. Et la deuxième petite subtilité, c'est qu'il faut que le trouble ne soit pas expliqué par un autre trouble par ailleurs. C'est-à-dire que les difficultés qu'on retrouve, les symptômes, les signes, ne doivent pas être mieux expliqués par un autre trouble. Ce qui là aussi me gêne parce que ça nous élimine les comorbidités en fait. Si par exemple j'ai un enfant qui a un TDAH et un TSA combiné, ce qui arrive très souvent, on est à 30 à 40% de combinaison entre les deux. Évidemment, il y en a un qui prend un peu plus le poids sur l'autre. Mais ce qui me gêne dans le DSM-5, c'est que du coup, on exclurait le trouble secondaire du fait que les symptômes sont mieux expliqués par le trouble primaire. C'est embêtant ça. C'est embêtant parce qu'en fait, dans la clinique, on a beaucoup de comorbidités. On peut très bien avoir un TDAH avec un trouble des coordinations et une dyslexie en même temps. L'un n'explique pas mieux les signes que l'autre. En fait, ils sont concomitants. D'accord ? C'est ce qu'on appelle, nous, les comorbidités. Ça arrive en même temps. D'accord ? Et je peux pas dire que non, c'est plus du TDAH
qu'un trouble de coordination. Il est maladroit, mais ça peut être une maladresse aussi bien physique qu'attentionnelle. Donc en final, voilà, ça, moi je suis pas trop, voilà, je suis pas forcément pour cette distinction-là. Et la petite subtilité que j'ai parlé juste avant, c'est de dire qu'il n'y a trouble que s'il y a un impact dans la vie de tous les jours. C'est dérangeant parce que je fais le parallèle avec un trouble moteur. Donc une personne par exemple qui est née handicapée des jambes et du coup qui se retrouve en fauteuil roulant. Imagine que dans sa ville, tout est organisé, j'en ai une dans ma famille, donc je sais de quoi je parle, tout est organisé, si cette personne elle travaille, voilà, elle a un ascenseur pour aller chez elle, les trottoirs en ville sont bien faits, elle peut prendre le train avec le truc mobilité SNCF, ok, c'est parfait. Est-ce que je peux dire néanmoins qu'elle n'a pas de trouble moteur ? Bah non, en fait, moi, ça me gêne beaucoup. Je peux pas dire que cette personne-là, elle a même une cocarde sur sa voiture. Elle ne peut pas être mobile comme moi, là, qui suis en train de marcher. Comme vous, voilà. Donc, non, en fait, son trouble, il disparaît pas, tout simplement parce que l'environnement est aménagé. Simplement, il est réduit. L'impact, effectivement, est réduit. Mais on peut pas dire qu'elle a plus de handicap. Ok ? Maintenant, je refais le parallèle avec mon TDAH. D'accord ? J'ai un TDAH. Et là, par exemple, chez un enfant avec un TDAH, je mets tout en place dans son environnement pour que tout se passe bien. Et donc, du coup, son trouble diminue. En tout cas, les conséquences de son trouble diminuent. L'impact, l'intensité de son trouble diminue. Mais est-ce que je peux dire qu'il n'a plus de TDAH ? Non, en fait, non. En tout cas, moi, de mon point de vue, je ne peux pas dire qu'il n'a plus de TDAH. Il a toujours son TDAH, il est toujours là, mais effectivement il y a moins d'impact. Mais l'impact peut revenir s'il se retrouve dans d'autres conditions, et c'est ce qu'on le voit chez les enfants, en fonction des enseignants qu'ils ont, de l'environnement scolaire, etc. L'impact peut être plus ou moins important. Mais il est toujours là, le TDAH, il est toujours là, d'accord ? Parce qu'il y a des facteurs génétiques, surtout dans les troubles neurodéveloppementaux. A très vite, abonne-toi si ça t'intéresse. À bientôt.